La ZEC des Martres a tenu récemment une soirée d'information sur la question des campings aménagés. C'est une question qui est épineuse et qui risque de causer beaucoup de tort à la ZEC, et je fais le point là-dessus avec notre journaliste Mathieu Larivière. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, d'abord, quel était l'objectif de cette réunion? C'était une soirée d'information qui était organisée pour informer les membres de la perte récente du droit de commerce pour les campings aménagés dans la ZEC des Martres, mais également sur la procédure à venir, les obligations auxquelles les campeurs devront se conformer s'ils souhaitent conserver leur accès au territoire. Et pour ce faire, le conseil d'administration avait invité Mme Annabelle Carrier, qui est directrice de la gestion de la faune, région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, du ministère de l'Environnement du Québec, pour qu'elle vienne expliquer le cadre réglementaire du gouvernement. Parce qu'il faut le souligner, la ZEC a perdu son droit d'exercice de vente de camping. Son droit de commerce du camping. Exactement. La fameuse location des bails pour l'accès au territoire. À l'automne dernier, le ministère de l'Environnement a dépêché une équipe sur les lieux, dans les différents campings de la ZEC, pour faire une évaluation des obligations auxquelles les campeurs doivent se conformer. S'ils veulent conserver ce droit de commerce-là, ils sont arrivés à la conclusion que 90 % des campeurs sont non conformes et devront apporter soit des ajustements mineurs ou majeurs à leur installation s'ils souhaitent continuer à aller dans les campings. Donc, à ce moment-ci, la ZEC a perdu son permis de camping, camping aménagé, il faut le souligner, parce que les campeurs ne se conforment pas aux obligations. Exactement. Quelles sont ces obligations? En clair, les roulottes, là, les fameuses habitations, doivent être temporaires, mobiles, non attachées au sol. Et là, on voit que c'est pas évident, là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les roulottes se transforment en chalet déguisé ou en résidence secondaire. On décide, par exemple, à la fin de la saison de faire sortir une roulotte. Il doit y avoir des roues en dessous pour la rendre mobile, puis on ne doit pas avoir de toit par-dessus pour qu'elle soit... Elle doit être temporaire, là. On doit aussi s'assurer que les fameux annexes, les cabanons ou les vérandas, n'ont pas d'isolation dans les murs, n'ont pas de fil électrique. Tout ça pour les rendre comme des équipements de camping. On veut permanent. Pas que ça... Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est que ça demeure temporaire. Exactement. Quels ont été les... On a expliqué la situation, on est arrivé avec des pistes de solutions, mais ensuite, il y a eu une période des questions. Oui, la soirée s'est déroulée en deux parties. Séance d'information suivie d'une période de questions du public. Quelles étaient les principales questions qui ont été soulevées? Il y a eu un citoyen qui est venu prendre la parole, qui a fait part de son mécontentement par rapport aux communications, l'incohérence dans le message du conseil d'administration en place. On va aller écouter un extrait. La ZEC des Martres a envoyé aux campeurs le 11 juin 2024, comme M. Brassard l'a mentionné, une lettre qui disait que, entre autres, là, ça se formule ainsi, entre autres, ils ne doivent pas comporter d'isolation, de plomberie, de câbles électriques à l'intérieur des murs, des planchers et du toit. Ça, on est au mois de juin 2024. C'est une lettre que les campeurs ont reçue. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre du 24 août, où chaque intervenant, M. Guérin, le président de la ZEC Québec, M. Langlois, et même le procureur qui était présent, sont venus à plusieurs reprises, et l'enregistrement est disponible en ligne, venir nous dire « Cassez-vous pas la tête, ça c'est de la quincaillerie, je m'en occupe, je vous casserai pas la tête avec ça. » On comprend donc la frustration du citoyen. Il a également fait part dans cette période de questions-là de l'isolation qui était permise, qui n'était pas permise, le message n'était pas clair des différents administrateurs. La réponse du conseil d'administration a été de dire « Nous, lorsqu'on a publié notre guide pratique du campeur, on s'est fié pour formuler ce guide-là sur les autorisations de la MRC de Charlevoix, alors qu'on aurait dû se fier au ministère de l'Environnement, au fameux cadre réglementaire, parce que c'est le ministère qui a préséance sur les autorisations de la MRC de Charlevoix. Ils ont reconnu leur tort et ils ont admis, le conseil d'administration, qu'ils allaient entreprendre des changements dans ce fameux guide-là. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait le guide qui avait été produit par la ZEC. Ensuite, il y a les obligations de la MRC. Mais par-dessus ça, c'est le ministère, en bout de ligne, qui peut imposer des conditions aux autres paliers décisionnels. Donc, s'il y en a un qui dit le contraire de l'autre, on doit toujours se fier au plus élevé. Au plus haut. Donc, ce qu'on comprend, Mathieu, c'est que les campeurs qui ne pourront se conformer à la nouvelle réglementation sont à risque d'expulsion. Il y a un citoyen qui est venu poser une question à cet égard-là. Le ministère a été très clair.
s'il y a encore des dizaines et des dizaines de campeurs qui ne se conforment pas, on ne redonnera pas le droit de commerce à l'organisation. C'est facile de négocier le droit de commerce d'une organisation. Cependant, s'il y a 5 ou 6 réfractaires sur les 196 campeurs, un tout petit nombre de personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas juste expulser ces personnes-là? Quelle a été la réponse? Le conseil d'administration et le ministère ont dit, à ce moment-là, si on en arrive à cette situation-là, on évaluera rendu là, mais oui, on pourrait expulser ce petit nombre-là à leurs frais pour ne pas pénaliser la grande majorité des personnes présentes dans les campings. Maintenant, on sait depuis 2017 que le gouvernement du Québec a décidé de raffermir sa réglementation sur les campings aménagés. Mais là, on se retrouve 7 ans plus tard, même presque 8 ans, là, on est en 2025. Puis rien n'a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de laxisme ces dernières années? Parce que ça fait longtemps que l'on sait qu'on devra se conformer éventuellement. Oui, effectivement, ce nouveau cadre réglementaire-là a traversé toute une période avec la pandémie. Il y a eu beaucoup de changements qui ont eu cours au sein du conseil d'administration depuis 2017. Faut dire que depuis la dernière année, depuis qu'il y a une nouvelle direction générale et depuis qu'il y a un nouveau conseil d'administration, un nouveau président du conseil d'administration, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Ils l'ont expliqué durant la séance d'information en première partie de soirée. Ça reste qu'il y a des gens qui sont venus quand même questionner le laxisme. Il y a une dame qui est venue poser des questions sur l'autorisation de vente de gré à gré. On va aller écouter sa question. Tantôt, vous nous avez dit depuis 2017 que les ventes de gré à gré n'étaient pas autorisées. C'est ça? Vous avez dit ça tantôt? Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont entendu ça? Que les ventes de gré à gré n'étaient pas autorisées depuis 2017. En fait, ça n'a jamais été autorisé. OK. Mais pourquoi on a tout acheté des roulottes ici puis qu'on paye des taxes? On a payé plein de redevances, puis c'était pas légal. C'est ça? Ce que la dame a expliqué par la suite, Martin, dans la période de questions, c'est pourquoi, selon le cadre réglementaire du ministère de l'Environnement, les ventes de gré à gré de roulottes entre particuliers et le transfert de bail n'est pas autorisé, mais la ZEC des Martres l'a permis jusqu'en 2024. Elle disait, vous nous avez induit en erreur, et ça, c'est une preuve de laxisme. La réponse? La réponse du conseil d'administration, de la direction générale de la ZEC, de M. Frédéric Guérin, ça a été de dire, au moment des négociations dans les dernières années, on cherchait encore à avoir des assouplissements de la part du ministère. Lorsqu'on a compris l'année dernière qu'on ne pourrait pas y arriver, à l'automne dernier, on a vraiment pris action et interdit l'autorisation de vente de gré à gré à partir de l'automne 2024. Donc, les choses se ramènent tranquillement pas vite vers la réglementation qui est annoncée depuis 2017. Maintenant, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il serait possible pour la ZEC de récupérer son droit de commerce de camping aménagé? On a compris que la représentante du ministère de l'Environnement a laissé entendre qu'il réévaluerait la situation au gouvernement le 30 juin 2025. Donc, les campeurs auraient les mois de mai et juin pour apporter des modifications, des ajustements à leurs installations, une période de 2 mois. Pour devenir conforme? Pour devenir conforme et redonner le droit de commerce à l'organisation. Quelle a été la réaction des gens dans la salle? Il y a plusieurs citoyens qui ont remis en question l'accès au territoire. Ils ont dit, parfois, là, dans la ZEC des Martres, au nord de Charlevoix, on n'a pas accès au territoire avant le début du mois de juin parce qu'il y a encore de la neige. Est-ce que vous allez nous accommoder? Allez-vous ouvrir des chemins, par exemple, s'il reste encore des bancs de neige pour que les gens puissent se rendre dans leur roulotte? On va aller écouter, à cet égard, le président du conseil d'administration, Dominique Marcotte. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je m'engage à faciliter la voie de passage. S'il faut ouvrir les chemins et que je sois capable de trouver de l'argent, je vais aller gratter les fonds de tiroir, je vais aller voir les organismes qui peuvent travailler pour nous aussi. Je suis conscient que la fenêtre d'opportunité, là, comme je disais tantôt, effectivement, ça ne monte pas sur le ZEC, c'est dans tous les secteurs là, au mois de mai. M. Marcotte a aussi dit un peu plus tard dans la soirée que le conseil d'administration pourrait autoriser à mettre des conteneurs en place pour des débris de conformité. Les campeurs qui devront apporter des modifications, si on a des débris achetés, on ne veut pas que ça se retrouve dans le bois n'importe où. Donc, le conseil est prêt à s'adapter aux besoins des campeurs qui sont dans les campings. Donc, il y aura des ajustements, il y aura des choses qui seront offertes aux campeurs pour se conformer. Exactement. Quelle est la prochaine étape dans le dossier? Il y aura l'Assemblée générale annuelle de la ZEC des Martres qui viendra le 11 avril prochain. Ce sera un moment où les membres pourront poser des questions au conseil d'administration, demander des états de compte, par exemple, sur les états financiers. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines, Martin.
Bien, merci beaucoup et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Martin. Baie-Saint-Paul a tenu son 3e conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Rencontré suite au conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'embauche de la nouvelle ressource qui sera en charge des communications pour la ville de Baie-Saint-Paul à partir de la fin mars 2025. Initialement, on avait un poste de directrice des communications du développement durable. Dans la réorganisation de l'organisation, on a revu l'organigramme et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait abolir ce poste-là avec le départ à la retraite de la titulaire du poste à la fin de la présente année et on allait afficher un poste de conseillère cadre en communication à la place. Le volet du développement durable sera remis comme un dossier transversal et différentes directions qui se occuperont de ce dossier-là, mais vraiment, là, c'est un poste à temps complet en communication avec la taille de Baie-Saint-Paul, les réseaux sociaux, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout cela, on a besoin d'avoir quelqu'un à temps complet. On a beaucoup de points de presse à organiser, les différents communiqués, d'animer les pages Facebook de la ville, tout ça. Donc, la personne qui sera là, en place, donc Mme Asselin, qui arrivera le 24 mars prochain, là, aura passablement de travail là, pour occuper ses semaines. Parlez-nous-en de cette nomination. Qui est cette personne? C'est une personne qui est originaire de la région de Charlevoix? Oui, une personne, donc, sa famille vient de Sainte-Cyrénée. Donc, cette dernière là, était dans la région des Laurentides, qui a travaillé dans le monde des communications, aussi en partenariat au niveau MRC, au niveau des chambres de commerce. Elle est dans la région aux éboulements depuis l'automne dernier. Et donc, elle entrera officiellement à la ville de Baie-Saint-Paul au courant des prochains jours. Quel est son nom, justement? Donc, Cindy Asselin. Donc, on est bien heureux de pouvoir l'accueillir au sein de l'organisation. Un processus de sélection qui s'est déroulé dans les dernières semaines. Le poste a été affiché au mois de février. Par la suite, il y a eu présélection. On a eu quand même une vingtaine de candidatures pour le poste, présélection par les ressources humaines, entrevue de sélection par un comité donc, qui était composé du maire, du directeur général, de la titulaire actuelle du poste, ainsi que des ressources humaines. Par la suite, choix déchirant. Je vous dis qu'il y a plusieurs bonnes candidatures là, qui ont été analysées. Il y a eu test écrit pour se terminer là, avec validation auprès là, de tests psychométriques. Conseiller cadre, ça pourrait laisser croire que ça encadre. Est-ce que ça va encadrer les communications, à savoir si on pouvait pas perdre un peu l'accessibilité à notre maire ou à nos conseillers municipaux? Est-ce que c'est une crainte là, que vous avez de créer une barrière entre les citoyens et l'administration municipale? Je suis quelqu'un qui est présent. On me voit dans les différents événements. Je suis bien présent dans les réseaux sociaux, on me voit partout. Je demeure également le porte-parole. Le porte-parole officiel de la municipalité, c'est moi. Je vais le demeurer encore. Une personne qui, évidemment, servira à m'aider, qui pourra faire certaines communications dans les médias de façon sporadique, mais aussi, on a le volet des communications internes. On a encore de grands défis à l'interne, de communiquer avec les employés. On n'a pas encore d'intranet pour communiquer avec les différents employés. Des fois, les employés nous disent « j'apprends telle ou telle nouvelle dans le journal, à la télévision, tout ça ». Donc, ce qu'on veut, c'est mieux communiquer avec les employés. Il y aura beaucoup de travail à ce niveau-là. Au niveau de la communication externe, on en fait déjà beaucoup. On va continuer d'en faire, mais c'est vraiment quelqu'un qui va nous appuyer, là, comme le faisait Mme Tremblay à titre de directrice, mais c'est un gestionnaire, une personne qui représente l'employeur au niveau des communications, qui va travailler avec l'ensemble des directions. On a des fois, vous faites des reportages aussi avec des représentants des travaux publics, des représentants du service incendie. On va mieux encadrer tous ces types d'interventions dans les médias. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va supporter une professionnelle au sein de l'organisation. La Ville a également annoncé un grand chantier concernant le traitement des eaux usées sur son territoire. Baie-Saint-Paul s'est quand même développé là, à grande vitesse au courant des dernières années. On n'a qu'à penser aux différents projets. Le centre hospitalier qu'on connaît, qui a été reconstruit, le projet du quartier des Moissons, au niveau également des différents développements du logement, tout ça. Donc, les capacités des stations de pompage de la Ville au niveau des eaux usées, donc les égouts ne suivent plus. On a quand même des normes à respecter pour le ministère de l'Environnement. Ce qu'on faisait dans le passé, on ajoutait un dégrilleur, on vidangeait de façon plus fréquente les bassins. Là, ça ne marche plus pour répondre aux normes. On doit y aller avec un projet de station vraiment d'épuration, donc un projet qui est chiffré là, à plus d'une dizaine de millions de dollars. Et là, on est à l'étape vraiment là, de déposer des demandes de subvention pour avoir l'aide du gouvernement canadien, du gouvernement québécois là, pour ce projet-là, puisque c'est quand même des factures qui sont assez salées là, pour les payeurs de taxes de Baie-Saint-Paul. Ce sont souvent des infrastructures qui prennent 1 année, 2 années, voire 3 années avant d'être en opération. D'ici là, Baie-Saint-Paul va continuer de grossir, continuer d'avoir de grands événements. Le festif
vient à nouveau cet été. Est-ce que vous commencez à être craintif à la Ville en se disant, à un moment donné, on peut avoir des enjeux qui se présentent à nous, comment on va faire pour les gérer? Bien, actuellement, les différents projets qui sont sur le radar là, à court terme sont déjà compris là, dans les planifications de la Ville, que ce soit tout ce qui est dans le parc des moissons, ce qui est, exemple, le projet des habitations de la lumière, tout ça. Oui. C'est des choses qui sont déjà comprises là, dans les planifications de la Ville, qui ont été transmises au ministère de l'Environnement. Je vous dirais que c'est plus à moyen terme, moyen-long terme. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment là, pour avoir là, une infrastructure supplémentaire. Donc, ce que vous dites, c'est il n'y a pas l'état d'urgence. Pour l'instant, non. On Pour l'instant, on ne panique pas. là. On ne panique pas. C'est juste que si on veut être en mesure de continuer un développement responsable de la Ville de Baie-Saint-Paul, on se doit d'avoir des infrastructures là, en conséquence. Durant la séance municipale, les citoyens ont également pu apprendre que la patinoire extérieure de la ville sera rénovée et que de nouveaux terrains de pickleball seront aménagés près de l'école secondaire. La patinoire du centre éducatif Saint-Aubin, qui appartient à la Ville, qui est derrière l'installation d'enseignement secondaire, a quand même plusieurs années d'utilisation. Et là, les bandes sont pratiquement désuètes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de mettre des bandes qui sont toutes neuves. Et c'est un projet là, qui est autour de 100 000 $. On va mettre en place 4 terrains de pickleball pour la saison estivale. On a le pickleball qui est de plus en plus pratiqué à Baie-Saint-Paul. Là, 3-4 ans, on ne parlait même pas de sport-là. Et là, maintenant, on a une pratique là, qui est, je pense, 2 fois par semaine du côté de Saint-Aubin, le week-end et en soirée. Et là, on veut vraiment que les gens puissent en pratiquer l'été. C'est intéressant, subventionné là, en grande partie, en majeure partie, en fait, par le fonds éolien de la MRC. Donc, on voit que l'éolien peut apporter des sources de revenus qui sont quand même là, intéressantes pour les municipalités de la MRC de Charlevoix. La prochaine séance ordinaire du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 14 avril 2025. Il y a un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre auprès de la MRC de Charlevoix au cours de la dernière année. Le regroupement des services de sécurité incendie. On reçoit aujourd'hui M. Patrick Lavoie, le préfet de la MRC, qui vient nous glisser un mot sur les annonces qui ont été faites cette semaine. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Tout d'abord, on va faire un petit récapitulatif. Vous avez commandé une étude auprès de la firme spécialisée Icarium en février 2024. Ça fait maintenant 13 mois. Oui. Vous avez annoncé auprès des conseils municipaux de la région de Charlevoix cette semaine les conclusions de cette étude-là, les faits saillants. Qu'est-ce qui en est principalement ressorti là, de la firme? Oui. Bien, ce qu'on a, dans le fond, le constat qu'on a présenté aux conseils municipaux et aux services incendie qui étaient présents pour cette rencontre d'information-là, c'est, dans le fond, il y a des enjeux au niveau de la relève, par exemple, dans les services incendie. Il y a des enjeux au niveau du maintien des acquis. Quand on parle de maintien des acquis, c'est la formation des pompiers. Oui. Ils ont tous une très bonne formation initiale, formation pompier 1. Mais après ça, quand ils retournent dans leur service incendie, là, bien, c'est tout le maintien des acquis parce qu'ils ont un nombre d'heures à faire de formation pour demeurer qualifiés pour intervenir comme pompiers. Donc, c'est ces heures-là qui ne sont pas toujours complétées par l'ensemble des pompiers. Les taux sont très bas. Donc, ça, c'est des enjeux qui ont été... C'est des obligations auxquelles les municipalités doivent répondre auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec. Oui, puis au-delà de ça, au niveau de santé et sécurité au travail, parce que comme employeur, on a l'obligation de former nos pompiers pour pouvoir intervenir et puis de maintenir leurs compétences. Donc, c'est à ce niveau-là aussi. Là. Donc, l'étude d'Icarium a révélé des lacunes pour certaines municipalités, ou du moins, on ne répondait pas à certaines obligations. Oui. Et est arrivé avec des scénarios de regroupement ou d'optimisation des services de sécurité incendie. Quels ont été les scénarios qui vous ont été proposés? Bien, le premier scénario, c'était le statu quo, dans le fond. Là, rester dans la même formule qu'on est là, mais avec aucune possibilité de s'améliorer. C'est ce que ça amenait. Chacun gère dans sa niche. Chacun gère sa municipalité, puis bien, je dis pas qu'il n'y a aucune possibilité, mais des possibilités restreintes de s'améliorer. Tout le monde avait beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir répondre aux normes, aux exigences présentes et les exigences qui s'en viennent avec les nouvelles obligations qui arrivent au niveau du gouvernement. Qui devraient être plus restrictives, d'ailleurs, là. Ben oui, les taux se resserrent encore plus, donc les obligations pour les municipalités également.
Deuxième scénario? Oui, le deuxième scénario, c'était la mise en commun, dans le fond, là, tout ce qui est administratif, toute la gestion administrative. Par exemple, justement, la formation des pompiers, toute la prévention. Donc, c'est des choses qui se font déjà un peu, mais aller plus loin là-dedans. Uniformiser à l'échelle du territoire. Uniformiser à l'échelle du territoire, dans les façons de fonctionner, dans tout ça. Donc, c'était le deuxième scénario. Le troisième scénario amenait justement là, une prise en charge en plus des pompiers et des chefs des directions incendies. Donc, ils font des équipes incendie de chaque municipalité. Okay. Donc ça, puis c'est le scénario qu'on appelle dans le fond, qui est chapeauté par Baie-Saint-Paul, puis qui amène une fourniture de services. Donc Baie-Saint-Paul devient un fournisseur de services pour les autres municipalités, mais les municipalités conservent quand même leurs compétences en matière de sécurité incendie. Donc, ils conservent leurs camions, leurs casernes, leur obligation de fournir un service incendie, mais tout ce qui est de la gestion des équipes, l'opérationnel, l'administratif, s'en vient à Baie-Saint-Paul. Et le quatrième scénario, c'était une régie intermunicipale. C'est comme la MRC qui chapeautait le tout. C'est ça, c'était de créer une nouvelle entité. Dans le fond, Baie-Saint-Paul demeurait avec ses installations, son service incendie, et la MRC créait une nouvelle régie intermunicipale pour les 5 autres municipalités. Donc là, on repartait un nouveau modèle, plus si on veut, à la base, avec des nouvelles embauches et tout ça. Donc, c'était un peu un modèle qui... Puis, au niveau de l'optimisation, c'était pas vraiment gagnant non plus. Le plus gagnant, c'est celui qui a été présenté avec la fourniture de services par Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui va être amélioré là, sur le terrain? Puis, où est-ce qu'on va éviter les dédoublements? Oui. Bien, pour répondre à nos obligations, on va justement éviter ce dédoublement dans tout ce qui est administratif. On va engager, ça va amener, ce modèle-là amène la création d'emplois. Dans le fond, c'est sûr qu'il va y avoir un transfert vers Baie-Saint-Paul. Donc, eux autres, ils ne sont pas prêts à accueillir tout ça maintenant sans ajouter des nouvelles ressources. Donc, il y a des nouvelles ressources qui vont être ajoutées pour partager, bien, justement, tout ce qui est au niveau, on parlait de, par exemple, les achats, le regroupement d'achats. On va faire des économies à ce niveau-là. On va faire des économies à ce niveau-là. Ça va permettre, dans le fond, il y a une personne qui va faire la gestion de tout ça. Après ça, on parle de l'entretien des véhicules. Chaque service incendie doit nécessairement inspecter son véhicule incendie une fois par semaine. On a 6 casernes et au total, ça fait 29 véhicules. Donc, une personne, ça va amener la création d'un emploi qui va, cette personne-là, va faire le tour de toutes les municipalités une fois par semaine pour faire l'inspection. C'est une obligation. Puis c'est ce genre de petits éléments-là qui ne se font pas présentement dans les casernes ou à géométrie variable. Donc, puis nous, comme administrateurs, c'est difficile de juger si tu fait, si tu pas fait. C'est toute la paperasse qui vient avec ça aussi, parce que c'est pas juste de dire « je l'ai fait, puis je t'envoie un courriel, bravo ». Il y a des registres à maintenir, il y a tout ça, là, qui est une régularité, puis une rigueur. Ça va s'organiser en quelque sorte. Une organisation pour les services incendies. Vous parlez de création d'emplois, mais en ce moment, toutes les casernes et tous les services de sécurité incendie ont leur propre directeur. Oui. On n'amènera pas tous ces directeurs-là pour devenir des directeurs à Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y aura des pertes d'emploi sur cet aspect-là? Est-ce que tous les directeurs vont rester en poste ou on va les rétrograder pour les amener à Baie-Saint-Paul? Comment ça va fonctionner? Bien, c'est sûr qu'en devenant, là, techniquement, ce qui va se passer, quand ça va être en action, parce que là, on est dans un projet. Le jour où ça se concrétise, dans le fond, les pompiers, les services incendies des municipalités vont devenir à la solde de Baie-Saint-Paul. Donc, ils vont être engagés par Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes salaires, les mêmes conditions salariales que Baie-Saint-Paul? Oui, il va devenir sur la liste de paye de Baie-Saint-Paul avec les conditions des pompiers de Baie-Saint-Paul. Si à Saint-Hilarion, les pompiers, auparavant, les directeurs étaient moins payés, les bénéfices marginaux, les payes vont augmenter, là, en quelque sorte. C'est ça. Il va y avoir un réajustement à ce niveau-là avec le service de Baie-Saint-Paul. Donc, ça amène vers Baie-Saint-Paul, dans le fond, là, le fardeau de ça. Donc, il n'y a pas d'emplois qui vont être coupés. Les casernes dans les différentes municipalités et les équipements roulants, donc les camions vont demeurer en place. Où se fait les grandes économies d'argent, à part dans les achats groupés? Oui. En ce qui concerne les finances, est-ce qu'on sauve vraiment beaucoup d'argent en faisant ça ou c'est vraiment plus une question d'efficacité? On change-tu 4,30 cents pour une pièce? Il n'y aura pas Présentement, là, si on prend nos services incendies, une municipalité
en particulier, une par rapport à l'autre, dans le fond, c'est qu'il y a un rattrapage à faire. On ne répond pas aux normes, on ne répond pas aux règlements, aux exigences qui nous sont demandées parce qu'on ne met pas les ressources financières présentement, les petites municipalités, pour arriver à ça. Donc, nécessairement, on a un rattrapage financier à faire. Donc, la mise en commun nous permet il va y avoir de l'argent à mettre. C'est sûr qu'il y a de l'investissement financier. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a... Si tout le monde était A1, puis on voudrait se regrouper, probablement qu'il y aurait une économie. Puis on se poserait peut-être pas la question de se dire est-ce qu'on a besoin de se regrouper. Mais au niveau du regroupement, bien, c'est ça. Si on reste tout seul, là, le montant qu'on devra investir, bien, il va être décuplé. Et des municipalités devront donc verser de l'argent à Baie-Saint-Paul? C'est comme ça que ça va fonctionner? Bien, ça va fonctionner sous le modèle qui est proposé. Présentement, là, ce qu'on a présenté, c'est des propositions. C'est une formule qui a été élaborée par la firme Icarium. Pour la répartition des sommes, bien, c'est basé sur un calcul qui a été soumis. Par exemple, il y a un 45 qui est basé sur la RFU des municipalités, 50 sur la population, puis un 5 en fonction du territoire, parce que les territoires varient. Mais ça, c'est une proposition. Après ça, il va y avoir la rédaction d'une entente pour les municipalités. Donc, après ça, bien là, ça sera à voir entre les municipalités ce modèle-là qu'on garde. Est-ce que la RFU prend une plus grande part, une plus petite part? Donc, c'est tous ces petits fignolages-là qui restent à faire. Donc, pour répondre aux normes, ce que vous dites, c'est que oui, il y aura des sommes à investir. On devra verser en tant que municipalité des sommes à Baie-Saint-Paul, mais ça va quand même coûter moins cher que si on devait le faire seul dans notre place, puis qu'on ne collaborait pas avec les autres municipalités sur le territoire. C'est là que ça devient intéressant. Puis au niveau on parlait d'économie, bien, tu sais, ça amène aussi une mobilité sur le territoire. C'est pas une économie financière parce que, comme on dit, il y a une quote-part qui va être versée pour la gestion à Baie-Saint-Paul. Eux autres, nécessairement... mais les équipes vont être gérées. Par exemple, là... le service de Baie-Saint-Paul va maintenant avoir un portrait global sur l'entièreté du territoire de la MRC. Ils vont savoir dans quelle caserne, combien ils ont de pompiers, à quel moment du jour, de la nuit, tout ça. Fait que maintenant, là, dans le modèle d'aujourd'hui, présentement, Saint-Hilarion fait une intervention, j'ai de l'entraide pour de 2, 3 autres municipalités. Ça veut dire que ma direction générale reçoit les factures d'autres municipalités tant de fois par année, doivent émettre des paiements. Là, dans le modèle vers lequel on s'en va, vient couper les opérations, tous les pompiers font partie du même service, mais demeurent dans leur caserne, gardent leur identité. Mais ça veut dire que sur une intervention, moi, Saint-Hilarion, là, ils ont besoin des éboulements, ils ont besoin de Saint-Urbain, ils ont besoin d'ajouter Baie-Saint-Paul. C'est pas de coûts supplémentaires. C'est déjà calculé dans l'ensemble des coûts, puis ça amène une mobilité. Par exemple, des fois, on a des découvertures le jour ou le soir. Bien là, s'il y a des pompiers qui sont intéressés, par exemple, un pompier de Saint-Hilarion, intéressé, qui travaille à Baie-Saint-Paul le jour, puis son emploi lui permet de se libérer, d'être libéré, bien, il peut répondre aux appels de Baie-Saint-Paul. Il va pouvoir être encodé au niveau du service incendie puis répondre aux appels. Vous parlez de pompiers, vous leur avez présenté donc hier soir aux conseils municipaux en premier et ensuite de ça aux pompiers le scénario privilégié par la MRC. Ça a été quoi la réaction de ces gens-là hier? Bien, c'est sûr que c'est un changement. On apporte un changement dans les façons de faire, dans les habitudes aussi, les façons de travailler, parce que là, il va falloir, ça va amener une plus grande collaboration avec les autres services. Hein? Les autres services. C'est quoi les arguments qui sont soulevés de leur part? Bien, je pense que ça se situe vraiment au niveau d'une forme de résistance là, au changement, à aller vers le service de Baie-Saint-Paul. Nommons-le comme ça. Là. Perte d'autonomie, là? Une perte d'autonomie, c'est ça, exactement. Mais en même temps, c'est un facteur que je pense qu'on a pris compte dans l'étude, justement en s'assurant que chaque caserne garde son identité. Les pompiers gardent leur identité aussi. Vous aurez donc leur approbation à obtenir au cours des prochains mois. On doit suivre le dossier, c'est bien ça? Oui, exactement. Là, chaque municipalité devra donner au mois d'avril prochain. Là, ce qu'on a demandé, c'est qu'une résolution qui va... à l'effet qu'ils sont prêts à embarquer dans le projet d'intention. Fait que là, la prochaine étape, quand on aura les résolutions de chaque municipalité, ça va être de rédiger une entente. La rédaction d'une entente.
Puis quand tout ça va être fait, là, l'entente va contenir justement financièrement. Là, on va aller plus loin. C'était des projections qu'on avait présentement au niveau financier, mais là, on va aller plus loin. On va vraiment avoir les vrais chiffres, comment ça va se refléter. Puis après ça, bien, ce qu'on vise, c'est qu'en octobre, les municipalités qui embarquent dans le projet, bien, qu'en octobre, il y a une résolution formelle d'appui au projet puis qu'ils embarquent officiellement dans le projet avant les élections. Donc, ça va venir vite. C'est un projet qui devrait se concrétiser cette année. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oui. Merci, Patrick Lavoie, d'avoir fait le point avec nous sur ce dossier-là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Le Canada sera en élection dans quelques semaines. Alors, on a commencé à chercher quels étaient les candidats et comment les partis se préparaient en vue des élections. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir Jonathan Penneau, qui est le co-chef du Parti vert du Canada, qui est avec nous. Monsieur Penneau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir. Toujours content de parler au beau monde de Charlevoix. C'est une région que j'adore. Merci. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Vous avez un cheminement humanitaire qui est très fort. Vous avez travaillé en zone de guerre, vous avez travaillé pour Amnesty International, vous avez été sur la scène et vous avez vraiment fait du terrain dans des zones de conflit. Vous avez donc assisté à beaucoup de misère dans ce monde, beaucoup de misère humaine, mais votre engagement se fait dans le domaine de l'environnement. J'aimerais savoir comment, à partir de l'expérience que vous avez vécue, vous en venez à prioriser l'environnement dans la cause pour laquelle vous voulez travailler? Je dirais deux choses. La première, c'est que le Parti vert, c'est pas qu'à propos de l'environnement. C'est à propos d'équiper notre société à faire face aux chocs externes comme internes, qu'ils soient économiques, évidemment environnementaux, sociaux, mais aussi, puis on en parle de plus en plus dans le contexte des tensions avec les Américains, aussi les chocs externes possiblement dangereux pour notre sécurité nationale. Donc, mais vous êtes quand même le parti d'une cause, celle de l'environnement. Vous ne vous définissez plus comme ça, le Parti vert. Le Parti vert voit l'environnement comme étant essentiel à tout le reste. Et n'importe quel économiste va vous dire, il n'y a pas d'économie durable, il n'y a pas d'économie sur le long terme sans qu'on prenne soin des ressources nécessaires à sa création dès le départ. N'importe quelle personne qui s'en va dans le bois pour couper du bois ou pour extraire des ressources va être le premier à vous le dire. Quand on a un environnement qui s'épuise, les pêcheurs en Gaspésie présentement qui ont de la misère avec les crevettes, c'est une grosse partie de l'économie locale. Il y a des centaines d'emplois qui sont basés sur cette ressource-là. Mais à un moment donné, si il n'y a plus de crevettes, il n'y a plus de crevettes. Puis les crevettes sont affectées par de nombreux facteurs écologiques. Mais ce que vous avez vécu par le passé, M. Penneau, c'était pas lié à la détérioration de l'environnement quand même. Bien, c'est là où vous arrivez, puis vous arrivez au Parti vert. Là. Je veux juste chercher le lien, le cheminement que vous avez fait. C'est ce que je cherche. Absolument. Bien, de deux choses l'une. La première, c'est que dans plusieurs des contextes où j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, par exemple, on a des logiques de désertification qui ont aggravé des problèmes politiques. Puis ce qu'on sait avec les changements climatiques, c'est que quand les ressources commencent à devenir moins facile à trouver, quand les récoltes se font moindres, quand on fait face à des inondations, etc., mais ça a des impacts politiques. Puis ces impacts politiques-là, je les ai vus dans de nombreuses zones de guerre, un peu partout à travers. Maintenant, j'ai aussi eu la chance de vivre dans l'Arctique norvégien. J'étais au pôle Nord pendant 2 ans et demi. J'habitais sur une île qui s'appelle Svalbard. Et c'était pour moi un peu un refuge des endroits dans lesquels je me trouvais, Soudan du Sud, l'Afghanistan, ces endroits-là. Moi, je retournais dans l'Arctique après pour trouver un peu de paix intérieure. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui habite à Charlevoix qui savent l'impact de la beauté de la nature autour d'eux, puis comment on veut la protéger. Pour moi, ça m'a vraiment éveillé à la fragilité du moment dans lequel on est. Quand on se ramassait en plein mois de décembre avec des pluies verglaçantes à Svalbard, qui est une des îles les plus au nord au monde, c'est là que tu commences à voir qu'il y a un petit problème. Puis ce problème-là, ben, c'est un peu le canari dans la mine, Svalbard. Quand Svalbard commence à réchauffer, on sait que le reste de la planète commence à le faire aussi.
Je remonte à 2016, 2017, 2018, Oui. quand j'habitais là. Tout ça m'a vraiment éveillé à la nécessité de vraiment mettre les coups des doubles pour répondre à la crise climatique, en sachant que la crise climatique, dans bien d'autres endroits, elle a des conséquences humanitaires et politiques très, très graves. Puis je pense que les gens de Charlevoix qui ont eu à faire face aux inondations il y a quelques années, écoutez, ils sont bien au courant de l'impact de ça. Et c'est la prochaine question. On voit des impacts partout. La crise climatique est l'un des principaux enjeux pour le devenir, je dirais même, de l'humanité. Pourtant, quand vous vous présentez devant l'électorat, le Parti vert du Canada ne recueille qu'une infime partie des voix. Comment vous expliquez la différence entre l'importance de la cause que vous défendez, ou qui est la cause principale duquel découlent les autres, et puis l'appui que vous recevez démocratiquement lorsqu'on est en élection? Il y a vraiment comme une différence qui est grande, là. Vous recevez quoi, 10 12 des appuis au Canada? Ça dépend des élections, mais ce que je dirais, c'est ce qui est... 2 députés, 3 députés, là, historiquement. Exact, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre système électoral au Canada, puis au Québec aussi, on l'a vu lors de la dernière élection provinciale, c'est un système qui favorise les gros partis, les grands partis. Moi, j'ai vécu, comme je disais, en Norvège pendant quelques années, qui est un endroit où on a un vote qui est beaucoup plus proportionnel. Fait qu'on sait, quand on se rend dans le bureau de vote pour voter, on sait que notre décision, notre vote, va avoir un véritable impact sur la composition du Parlement. En Norvège, le 12 de vote que vous recevez aurait signifié 12 des sièges au Parlement. C'est ça. Alors qu'ici... Mais on n'est pas là-dedans ici, là. On n'est pas là-dedans ici. Donc, par exemple, le Bloc québécois qui, je pense que c'était en 2015 ou 2019, a eu à peu près le même niveau de voix que nous, peut-être une centaine de milliers de voix. Le Bloc est juste présent au Québec, monsieur. Là. Exactement. Au Québec, il y a eu 33 là. Oui. C'est ça. Donc, la concentration du vote du Bloc au Québec fait qu'ils avaient, je pense, une trentaine de députés. On en avait 3. Mais pratiquement à part égale, effectivement, sur le territoire national. Donc, nous, depuis des années, on demande à avoir une démocratie qui est plus représentative, déjà, parce que c'est pas vrai que quand on élit un gouvernement majoritaire, conservateur comme libéral, que c'est plus de 50 de la population qui les supporte. Écoutez, tout le contraire. Je vous entends, mais on sait que ça n'arrivera pas aux prochaines élections. Donc là, vous retrouvez... On sait que ça ne sera pas ça dans les prochaines semaines. Alors là, vous embarquez en campagne. Et là, j'aimerais savoir quel thème là, vous voulez défendre. Qu'est-ce que vous mettez en priorité? C'est sûr, quand on dit Parti vert du Canada, on s'imagine mal que c'est l'économie votre priorité. Mais je voudrais vous entendre là-dessus. La priorité du Parti vert pour les prochaines élections, c'est quoi? La première priorité pour nous, c'est d'assurer que le Canada est capable de faire face aux menaces internes comme externes qui sont à nos portes. Donc, vous revenez avec la question de l'élection. Qui est le mieux placé pour nous défendre devant Donald Trump? Mais pas que Donald Trump. Aussi devant, je veux dire encore une fois, là, on a Donald Trump qui est comme le grand bonhomme 7 heures auquel tout le monde pense en ce moment, mais il n'y a pas si longtemps, Jasper pognait en feu, Charlevoix était inondé, on avait l'ouragan Fiona dans les îles de la Madeleine, on a eu plein de désastres écologiques, environnementaux absolument évitables d'une part, mais aussi qui ont eu un coût important sur les gens. Donc la priorité là, pour la prochaine campagne pour votre parti? La priorité pour nous, c'est de s'assurer que le Canada est prêt à faire face à ces chocs-là. Parce qu'on sait, puis il y a bien des politiciens qui vont dire « Oui, on va tout régler, tout va bien aller dans le futur, on va avoir le meilleur des mondes. » Moi, je l'ai vu, le pire des mondes. J'ai eu cette chance, d'une certaine manière, d'être dans certains des pires endroits sur la planète. Je sais comment qu'on doit se préparer à ça. Puis une partie de ça, c'est d'abord de réduire les inégalités entre Canadiens. Là, présentement, à cause de 40 ans de gouvernements conservateurs et libéraux subséquents, on a une croissance des inégalités ici au Canada avec des entreprises qui sont pas suffisamment taxées, avec des deniers publics qui s'en vont dans des gros projets qui ont de l'air bien beaux, comme Northvolt, par exemple, mais qu'on va subventionner à coût de centaines de millions de dollars, alors qu'on n'appuie pas suffisamment les petites entreprises qui ont de la misère, qui vivotent et qui font face à un pays, une économie qui est dominée par des monopoles. Ça, pour nous, ça a un impact environnemental direct.
C'est un impact environnemental direct parce que plus on est capable d'avoir des économies locales qui sont fortes et résilientes, moins on a besoin d'aller importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, plus on peut avoir des sociétés qui sont aussi résilientes au choc externe. Ici, dans Charlevoix, je vous entends, ici, dans Charlevoix, là, il y a un important projet qui, normalement, devrait rapporter à notre communauté. On parle du projet éolien des neiges, où il y aura des champs d'éoliennes qui vont s'installer dans Charlevoix. Je ne vous demanderai pas de vous positionner précisément sur ce dossier-là, mais on nous présente ça comme de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. C'est quoi la position du Parti vert du Canada sur le développement de l'éolien un peu partout au pays? Puis, bien sûr, ça nous concerne, nous, directement dans Charlevoix. Je vais commencer par dire que des territoires au Canada, on en a énormément. Il y a de l'espace. En termes de positionnement d'éoliennes, moi, je pense qu'on peut se poser des questions raisonnables par rapport aux endroits où on veut mettre ces parcs éoliens-là. Souvent, on a des propositions d'éoliennes qui sont dans certaines des régions les plus belles du Québec, notamment Charlevoix. Ou à proximité des villes et des habitants. À proximité des villes. Est-ce que c'est la meilleure place pour les mettre? Oui, vous en pensez quoi? Une question, je pense qu'il faut y aller sur du cas par cas. Ceci étant, il y a deux choses que je veux dire. La première, je parlais avec le maire de Gaspé, par exemple, récemment, qui me racontait comment l'usine la seule usine au Canada qui produit des pales d'éoliennes présentement, ils exportent l'entièreté de leur production aux États-Unis. Puis parce que c'est possédé par General Electric, puis ça fonctionne seulement sur des turbines General Electric. Puis l'autre côté, ben, au Québec, on n'a pratiquement aucune turbine de GE. Fait qu'on importe des pales qui viennent de Chine ou des États-Unis pour faire fonctionner nos éoliennes. Ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire, si on fait de l'éolien au Québec et au Canada, il faut que 100% des emplois puis des revenus de ces projets-là viennent pour des travailleurs canadiens. Maintenant, on aura des élections dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura un candidat du Parti vert dans Charlevoix pour défendre la position que vous défendez présentement? On l'espère. On est encore à la recherche de plusieurs candidats partout à travers le pays. On n'est pas les seuls. Là. Les libéraux ont moins de candidats. Mais vous avez l'objectif de présenter des candidats partout au Québec? Absolument. C'est un objectif. Est-ce qu'on va pouvoir le remplir? Bien, on l'espère, mais moi, j'invite les gens à prendre connaissance de nos positions déjà. Notre site web est très simple, c'est partivert.ca. C'est très facile d'entrer en contact avec notre équipe. Puis c'est bien évident qu'on va avoir des candidats forts qui veulent défendre leur communauté. D'abord, un député vert, à la base, ce que ça fait, c'est que ça travaille pour sa communauté. Elisabeth, Mike, mes deux collègues qui sont au Parlement présentement, ils prennent pas mon mot d'ordre. Elisabeth donne pas des ordres. On n'a pas un système de whip comme les libéraux, les conservateurs, les bloquistes. On a des députés qui défendent... Vous êtes en co-gestion. On est en co-gestion, puis on a des députés qui défendent fondamentalement les intérêts des électeurs qui les envoient à Ottawa, ce qui est exactement comme ça que ça devrait se passer. Mais malheureusement, les gros partis, des fois, c'est difficile. Bien, Jonathan Penneau, sachez qu'il nous fera plaisir de recevoir votre candidat du Parti vert dans Charlevoix sur les ondes de TVCO. Et je vous remercie ce matin de nous avoir consacré du temps et cette entrevue. Merci bien. Je suis vraiment très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette importante annonce. Au cours des derniers jours, le gouvernement du Canada, en collaboration avec l'Université Laval, a annoncé le financement d'un projet de recherche pour l'inclusion sociale des personnes aînées dans Charlevoix. La subvention octroyée s'élève à 4,3 millions de dollars. On reçoit aujourd'hui 2 membres de l'équipe de recherche de ce projet. Bonjour, messieurs. Je vous demanderais, pour débuter cette entrevue-là, en quoi consiste l'inclusion sociale des aînés? Là? À quoi est-ce qu'on réfère lorsqu'on parle du concept d'inclusion sociale des personnes aînées? La définition qu'on a retenue est celle qui apparaît dans l'appel de proposition du gouvernement fédéral quand ils ont lancé l'appel à projet. Alors, parce qu'elle est simple, elle est courte et compréhensible, on définit l'inclusion sociale comme la capacité de participer à toutes les sphères de la société
d'y contribuer et d'en tirer parti. Okay. Donc, dans l'inclusion sociale, on veut participer dans notre communauté, avoir un sentiment d'appartenance. On veut que les services qui sont développés dans la communauté, on puisse en bénéficier aussi. On peut penser au transport, par exemple, ou aux services d'aide à domicile quand on en a besoin. Donc, c'est très large, l'inclusion sociale, et c'est pour ça que pour travailler sur cet enjeu social complexe, il faut agir sur plusieurs cibles. Justement, quels volets là, seront visés précisément dans ce projet de recherche-là? Est-ce qu'on souhaite stimuler la participation à la vie démocratique des personnes aînées? Est-ce qu'on souhaite lutter contre l'isolement dans leur maison? Effectivement, l'inclusion sociale, comme le disait André, c'est un phénomène complexe. Hein? Donc, il y a plusieurs dimensions qui influencent l'inclusion ou l'exclusion sociale. Et puis, on peut déjà, parce que ça fait partie de la demande qui a été déposée dans le cadre de l'appel à projet, dire qu'il y aura certainement des efforts pour briser l'isolement des personnes les plus éloignées. Okay. Donc, peut-être par des visites d'amitié. Sûrement aussi la fracture numérique. C'est un enjeu qui est assez important. Il pourrait y avoir, par exemple, des projets, je vais en nommer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le travail est encore à faire. Hein. Le plan d'action, le plan de travail commun reste à élaborer avec l'ensemble des acteurs là, présents. Donc, mais à titre d'exemple, tout de même, il pourrait y avoir un accompagnement offert aux personnes aînées qui perdent leur permis de conduire. Il pourrait y avoir un transport accompagnement vers des épiceries économiques. Il pourrait y avoir une campagne de sensibilisation sur l'âgisme ou la discrimination liée à l'âge. Oui. Ou bien une campagne de sensibilisation sur favoriser la bientraitance dans les communautés. Donc, ce sont des exemples que je cite ici, mais je rappelle que le travail reste à faire. Hein? On est dans une initiative, dans un projet ou la démarche collective qui est naissante. Donc, ce sont l'ensemble des acteurs intersectoriels, mais les personnes aînées elles-mêmes qui vont définir des actions pour faire, qui vont faire en sorte que les barrières à l'inclusion vont tomber une à une. Voilà. Ça donne une bonne idée des projets qui pourraient être soutenus éventuellement. Comment va fonctionner la mécanique derrière ça entre l'Institut de recherche à l'Université Laval et les organismes partenaires dans la région? Ce sont les organismes qui vont contacter directement les personnes aînées pour participer à différents projets ou de votre côté, vous lancerez un appel ouvert au public? Si je demande, par exemple, la question à M. Desjardins, là, vous êtes accompagnateur dans les milieux. Vous avez déjà des partenaires qui sont partie prenante du projet? Effectivement, les partenaires sont déjà présents. Le cercle pourrait s'élargir en fonction des chantiers, des actions à déterminer. Donc, les modalités d'octroi du financement ou des subventions, c'est aussi un aspect là, qui doit se préciser, qui va se préciser en cours de route, effectivement. Puis, ce qui est important de souligner, c'est que les organismes, les organisations, les acteurs qui recevront ce montant-là, acceptent de travailler en collaboration intersectorielle. Hein? On veut passer d'un impact isolé vers un impact collectif, là, où on détermine ensemble, on collabore ensemble pour déterminer les pistes d'intervention qui sont les plus adéquates pour répondre aux enjeux de l'inclusion, de l'exclusion sociale. Donc, je vous dirais, oui, vraiment des modalités à déterminer ensemble. Et puis, l'apport de l'IVPSA dans ce projet, c'est un rôle d'animation, de concertation, de coordination. Hein? Puis, l'IVPSA arrive, de par sa mission, sa vocation, avec un volet recherche, transfert de connaissances et formation. Donc, l'idée, c'est de faire bénéficier le milieu de ces connaissances-là. Mais je dis bénéficier, en fait, on parle vraiment de co-construction. Donc, chacun apporte son expertise exactement. Et puis, la met au centre de la table pour développer une vision commune, des actions communes pour solutionner
l'enjeu de l'inclusion sociale. Vous parlez d'intersectoriel, ça veut donc dire qu'il y aura différents spécialistes de différentes disciplines qui seront sollicités. On va faire appel, par exemple, à des travailleurs sociaux, à des médecins en santé communautaire. Donnez-moi une idée, là. Ben, si on parle de discipline, effectivement, il y a beaucoup de, entre autres, parmi celles que vous avez mentionnées, il y a l'organisation communautaire, donc via le CIUS, on travaille déjà en étroite collaboration avec les organisatrices communautaires. Il y a de l'expertise au niveau de l'IVPSA en service social. Au niveau de la santé, bien évidemment, on est quand même bien réseauté. Mais au-delà de l'interdisciplinaire, ça va être beaucoup l'intersectoriel. Donc, tout le milieu communautaire, il y a de nombreux organismes qui sont déjà présents là, lors de nos... À date, on a eu 2 rencontres, là, même si le projet n'était pas annoncé officiellement, ne pouvait pas débuter. On a aussi les MRC, comme vous l'avez vu à l'annonce officielle, donc sont déjà partie prenante. On a le CIUS, donc organisme public aussi. Il faudra voir si le privé, est-ce qu'il y a des résidences pour personnes aînées ou d'autres modalités de type de logement collectif qui pourraient s'intégrer ou s'impliquer dans la démarche. Et l'autre particularité de ce programme-là, et c'est peut-être un atout, c'est que ça permet dans les 6 premiers mois de développer ensemble le plan qu'on va suivre au cours des 5 années que dure le programme. Donc, on n'a pas été obligé de faire ça précipitamment quelques semaines avant le dépôt de la demande. Oui. On va plutôt le faire en prenant vraiment l'avis des gens et aussi en impliquant davantage les personnes aînées. Parce que là, on a le temps et on va avoir une structure qui va avoir été conçue ensemble pour ce faire. De là, le principe de co-construction. Pourquoi est-ce que la région de Charlevoix a été ciblée pour un projet de cette taille-là, de cette envergure-là, M. Tourigny? Bien, le projet, je pense que c'est le message important là, de cet après-midi, c'est que le projet vient de Charlevoix. Alors, l'idée est née dans Charlevoix, compte tenu des besoins, on a fait allusion à l'isolement social, les gens en couronne périphérique là, de la Malbaie de Saint-Paul, donc, ont des défis en plus que juste en pensant au transport. Donc, si on revient à la définition d'inclusion, de participer pleinement, mais si on n'est pas capable de se mobiliser puis en entrant en interaction avec d'autres, ben, c'est déjà un obstacle. Alors, ben oui. L'idée vient donc de Charlevoix et les besoins étaient perçus. Ils ont commencé à préparer une demande, puis en cours de route, on a sollicité l'IVPSA. Donc, on est là en soutien, on apporte l'expertise, l'expérience, aussi de projets similaires. Et compte tenu que la force que ça prend, on l'a déjà, c'est qu'il y a un consensus auprès des partenaires à l'effet qu'il y a des besoins et qu'on veut s'y attarder. Alors, c'est à nous de trouver des solutions ensemble. Est-ce qu'on a des comparatifs de d'autres projets qui auraient été menés dans d'autres régions périphériques de la capitale nationale et qui nous donneraient une idée des retombées sociales ou économiques potentielles qui pourraient avoir lieu dans notre région au terme de ces 5 années? Bien, si vous faites allusion à ce type de projet-là, donc par Emploi et Développement social Canada, avec un peu la même logique dont j'ai fait mention tout à l'heure, il y a eu un projet dans la ville de Québec, puis il y a le projet qui se termine au 31 mars, qui est sur la communauté métropolitaine de Québec. Oui. Donc, il n'y a pas de projet similaire à une région telle que Charlevoix. Donc, c'est très difficile de tirer l'enseignement. Puis les autres projets à Montréal étaient vraiment en milieu urbain. Et il y a eu un projet en Estrie qui pourrait nous servir aussi d'inspiration, mais sur une moins grande échelle. Donc, ça sera une première à suivre. Ça pourrait faire des petits, comme on dit, puis inspirer d'autres projets au Québec ou ailleurs. Sait-on jamais. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et puis, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je vous souhaite une très bonne continuité. Bien, vous aussi. Et merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Oui, au plaisir. Merci.
La micro-maison de la rue Tremblay à Baie-Saint-Paul, qui est destinée à de l'hébergement pour contrer des situations d'itinérance urgente, est inaugurée depuis le mois de novembre dernier. TVCO a rencontré Mme Annie Bouchard, conseillère municipale pour la ville de Baie-Saint-Paul et directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé, pour faire un retour sur sa prise de parole tenue au dernier conseil de ville le 10 mars dernier. Il y a des opinions des gens de la population de la région dans les dernières semaines qui ont critiqué, en tout cas, le travail du Centre communautaire Pro-Santé ou qui ont remis en question plutôt la sélection qui est faite des personnes qui ont accès à cette micro-maison-là, à savoir qu'il y a des gens qui auraient une voiture, puis on se demandait pourquoi est-ce qu'on permet à des gens qui ont une voiture d'avoir accès à cet hébergement-là qui est censé être un hébergement d'urgence. Vous avez tenu de votre côté à faire le point hier en conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul à ce propos-là. Qu'est-ce que vous avez tenu à rappeler aux gens? Bien, tu sais, l'itinérance, oui, c'est vrai qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont dans une situation d'itinérance, donc ils n'ont plus aucun bien et ils n'ont plus aucun revenu. Par contre, l'itinérance peut arriver du jour au lendemain et la seule chose qui leur reste qui est payée, c'est leur voiture. Et leur voiture devient leur maison. Durant la période estivale, la période plus douce au niveau de la température, ces personnes-là vont dormir dans leur voiture. Donc, ils vont être itinérants, mais leur lieu est leur voiture. Par contre, à un moment donné, ils viennent nous voir parce que c'est plus possible. Tu sais, rendu à moins 30, moins 25, on a beau partir occasionnellement la voiture, ça ne fonctionne plus. On ne leur demandera pas de se départir de leur voiture, tu sais, même si elle est payée, puis ça leur fera un revenu, parce que nous, l'objectif, c'est qu'avec la mini-maison, ils sont capables de se laver, ils sont capables de laver leurs vêtements, donc ils sont capables de se remettre sur le marché du travail assez rapidement. Une fois qu'ils vont, parce que la mini-maison permet aussi de se reposer et de reprendre des forces. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de se présenter en entrevue et de se trouver un emploi. Et leur véhicule, on le sait, là, dans Charlevoix, des fois, les distances sont longues et les transports, tout dépendant à quelle heure on travaille, c'est quoi nos heures de travail, c'est plus difficile. Donc, le fait qu'il y ait encore sa voiture, mais pour nous, ils sont plus près du marché du travail, donc c'est plus facile pour eux. Annie Bouchard souligne que la sélection des personnes qui peuvent bénéficier de cet espace n'est pas laissée au hasard. On a une intervenante qui s'appelle Marie-Ève Trudel, qui est vraiment dédiée à l'itinérance ou à l'instabilité résidentielle. Parce qu'au-delà qu'elle va s'occuper des gens qui sont hébergés, parce qu'une fois qu'ils sont hébergés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a quand même un plan d'intervention, il faut qu'ils fassent des suivis réguliers. Nous, on vient voir aussi est-ce que la maison est en bon ordre, est-ce que, tu sais, parce que le ménage fait partie, l'entretien de la mini-maison fait partie de leur devoir. Oui. Et il faut qu'ils suivent leur plan d'intervention, donc c'est obligatoire de faire du suivi au moins 3 fois par semaine. La conseillère municipale rappelle que depuis l'automne 2024, plusieurs occupants ont transigé par l'espace d'hébergement. Maintenant, je l'appelle plutôt ma micro-maison parce qu'il y a d'autres projets de la ville, fait que je veux définir vraiment les deux projets. Oui. Donc, la mini-maison est vraiment dédiée à de l'hébergement temporaire d'urgence pour des gens qui vivent une situation d'itinérance. Des fois depuis longtemps ou des fois, ça vient d'arriver. Donc, les premiers hébergés sont rentrés en novembre dernier. Bien, je devrais dire le premier hébergé est rentré en novembre dernier, donc avec les froids. T'sais, ça se veut temporaire. On parle de quelques semaines. Le plus long qu'on est allé, c'est 5 semaines. Et on est rendu à notre 5e personne hébergée actuellement. Donc, les gens pensent souvent que c'est juste des hommes. Sur nos 5 hébergés, on a eu 3 hommes et 2 femmes. Parce que oui, il y a des femmes aussi qui sont en situation d'itinérance et de tous âges aussi. Donc, on a eu vraiment des plus jeunes et des gens à la retraite. La directrice tient à préciser que des démarches sont effectuées auprès des personnes qui sont hébergées afin de poursuivre leur processus de réinsertion sociale une fois qu'elles quittent ce milieu de vie. C'est certain que le lien de confiance étant déjà créé avec Marie-Ève, Marie-Ève va continuer de faire le suivi avec ces personnes-là. C'est donc du premier hébergé, déjà, elle fait encore des suivis pour s'assurer de voir est-ce qu'il fait des démarches pour pouvoir améliorer sa situation, est-ce qu'il est toujours en action, tout ça, parce que ce lien-là est créé. Par contre, dès le moment où elle prend en charge puis qu'elle découvre quels besoins ils ont, il y a déjà des références. On travaille vraiment en partenariat. Ce qui est beau dans Charlevoix, c'est que l'année passée, il n'y avait pratiquement aucun service en itinérance. Et actuellement, on a une belle communauté d'organismes et même des fois, on travaille avec des propriétaires privés pour mettre un filet social autour de ces gens-là et créer des services. Donc, c'est vraiment magnifique. Fait que non, on ne les laisse pas tomber parce que c'est une solution. C'est
un outil qu'on a. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre autour d'eux pour les aider là, vraiment. C'est toujours l'amélioration de la qualité de vie, mais c'est ça la réalité. À savoir si la ville pourrait devenir propriétaire d'autres micro-maisons, Annie Bouchard indique que cela n'est pas envisagé à court terme. Pour l'instant, on s'occupe de celle-là. On va passer l'hiver. C'est sûr que c'est une question aussi de financement. Financer ça, on a été chanceux. On a eu du financement qui est accordé jusqu'en fin mars 2028 pour la micro-maison, pour l'intervenante, donc toute l'intervention qu'elle fait au-delà de la mini-maison. Une autre maison, bien, c'est des sous. C'est des sous de construction, c'est des sous d'installation et c'est des sous pour aussi la faire vivre. Parce que, ça ne coûte pas rien, là, je dirais, brancher électrique, il y a de l'eau, il y a de l'égout, puis plus le ménage, fait que faut quand même. Fait que pour l'instant, non. Est-ce que ça serait souhaitable? Je pense qu'on en aurait besoin peut-être d'une ou deux, mais ça va dépendre évidemment des fonds qui vont être disponibles là, dans les prochaines années. Rappelons que c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui demeure propriétaire de cette micro-maison. Sa gestion a toutefois été confiée au Centre communautaire Pro Santé de Baie-Saint-Paul.